Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons donc notre quatrième sujet, Togo, création d'un fonds d'appui au secteur social. Et nous allons dire que le Togo se prépare à lancer un fonds d'appui au secteur social, FASS. Le projet a été examiné et adopté le vendredi dernier, 20 octobre, donc à Conseil des ministres tenu à Lomé. Et concrètement, il s'agira d'une part de garantir la couverture santé universelle et d'autre part d'appuyer les programmes et projets à caractère social entièrement ou partiellement financés par l'État. Le fonds va fonctionner grâce à un mécanisme de centralisation de toutes les ressources pour un meilleur suivi de leur utilisation en faveur des projets sociaux selon l'exécutif togolais. Et le dit mécanisme va garantir la disponibilité des ressources et la transparence dans leur utilisation. Selon les informations, alors, le Togo lance un nouveau fonds. On sait qu'il y a finalement plusieurs fonds au Togo. Voilà un nouveau fonds qui est lancé, un fonds d'appui au secteur social, disons, FAS, qui sera lancé par le gouvernement en vue de venir en aide aux populations vulnérables, Samir. Non, moi je pense véritablement que nous devons féliciter les autorités pour tous ces efforts-là qui sont en train d'être faits depuis quelques années déjà dans le secteur social. Vous savez, lorsque vous avez une stabilité, lorsque vous avez une paix et lorsque vous arrivez à améliorer la mobilisation des ressources année par année, ben, il y aura toujours des incidences dans tous les secteurs, notamment dans le secteur social. Et cette vision-là portée par les plus hautes autorités de notre pays vise à ce que le secteur social soit beaucoup plus présent dans l'exécution du budget de l'État. Vous savez, au cours de ces, si je ne me trompe, au cours de ces 3, 4 ou 5 dernières années, le social dans le budget de l'État a connu une véritable amélioration en termes de dotation de ressources. Donc quand vous prenez le secteur de Oui, l'eau, 50% vous avez normalement, hein, selon ce exactement, qui quand est vous dit. prenez le secteur de l'eau, le secteur de l'électricité, de l'énergie, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et tous ces secteurs-là qui constituent ce qu'on appelle des secteurs vitaux pour les populations doivent avoir une certaine attention particulière et ça c'est le sacerdoce du gouvernement actuel, donc du gouvernement de Fonya Singbe. Et ce fonds-là qui va être mis en place, vous savez que le gouvernement a annoncé l'opérationnalisation dès janvier, si je ne me trompe, hein, dès janvier ou février 2024, de la couverture santé universelle, Mhm. qui est un instrument assez Dès janvier, capital. normalement. Voilà, qui est un instrument assez capital et que ça va toucher un certain nombre de secteurs, une De catégorie couche sociale. de personnes dès le début. Donc, vous avez déjà les fonctionnaires sont déjà pris en charge par l'INAM. Vous savez, il y a le secteur privé qui est géré, donc les employés, les salariés qui sont gérés par la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et donc, selon la loi, le troisième volet, c'est que la couverture santé universelle va toucher également les personnes vulnérables. Donc, les personnes vulnérables, c'est beaucoup plus les gens qui sont dans l'informel, des gens qui n'ont pas les capacités de cotiser. Donc, quand vous n'avez pas la capacité de cotiser, l'État se propose alors de prendre en charge votre couverture santé universelle. Et comme vous l'avez dit dans votre mot introductif, le fonds d'appui au secteur social a une partie qui est donc cette partie-là. Donc l'État va mettre en place une certaine dotation au niveau de ce fonds-là pour que cette dotation-là, ces ressources financières, puissent couvrir donc ces prestations qui vont être fournies à ces personnes qu'on considère comme des personnes vulnérables. Le second volet, c'est que vous avez aujourd'hui pas mal de projets dans tous les secteurs d'activité. Vous avez des projets dans l'eau potable, vous avez des projets dans le secteur de la santé, dans l'éducation, et la plupart de ces projets sont financés soit entièrement par l'État, soit partiellement par l'État. Donc pour pouvoir avoir une véritable vue de comment les choses se gèrent, de comment l'argent se décaisse au fur et à mesure, mais il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui puisse centraliser cela et qu'on puisse suivre de près comment est-ce que les deniers publics sont gérés, comment est-ce que les deniers publics sont utilisés, non seulement pour qu'il y ait une transparence, mais pour la durabilité des ouvrages, pour la durabilité des réalisations qui vont être, comment l'appelle-t-on, qui vont être faites à la fin. Donc voilà l'idée qui fonde véritablement la mise en place de ce fonds-là, qui n'est pas d'ailleurs le premier fonds qui est mis en place. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 petits éléments. Le premier élément, c'est que le budget de l'État au niveau de notre pays évolue au fur et à mesure. Par le passé, nous étions à 1000 et quelques milliards. Après, nous sommes allés à 2000 milliards.
Aujourd'hui, l'exécutif est en train d'aller vers les 3 milliards poussières en allant et tout ça là. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de créer de la richesse. Nous sommes en train de nous industrialiser au fur et à mesure avec la mise en place de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Il y a plusieurs projets qui sont en train d'être mis en place avec la vision du gouvernement qui a su mettre en place un portefeuille ministériel consacré à l'investissement qui consiste à aller chercher les potentiels investisseurs parce que nous avons des potentialités dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'énergie. Donc vous avez des centrales solaires, des centrales électriques, des centrales solaires qui sont des fruits d'un partenariat public-privé. Donc soit entièrement financé par le partenaire privé à qui on confie donc l'exploitation de ces services-là sur un certain nombre d'années, et à la fin, que ce bien-là, cet ouvrage-là réalisé revient à la propriété de l'État. Ou des projets qui sont financés partiellement avec l'accompagnement du secteur privé, mais où l'État va mettre en place un mécanisme de gestion pour permettre à ce que ces ouvrages-là puissent d'abord profiter aux populations, donc l'accessibilité beaucoup plus renforcée en termes d'électricité. Vous savez, l'électricité, quand on veut parler du développement, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de l'eau aussi, il n'y a pas... Mais je parle du secteur social. Quand il n'y a pas de l'eau potable, quand il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de développement. Quand les gens ne sont pas en bonne santé et les gens ne peuvent pas travailler, il n'y a pas de développement. Quand les gens ne peuvent pas acquérir de bonnes connaissances, ne peuvent pas avoir accès à une éducation de qualité, il n'y a pas de développement. Donc tout part de là, tout part du social. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est une bonne chose. Nous ne pouvons que saluer la mise en place d'un tel fonds-là qui va permettre à notre pays de renforcer beaucoup plus le secteur social, de répondre à un certain nombre de besoins des populations dans le domaine social et de faire en sorte que nous puissions petit à petit renforcer notre développement parce que nous avons des dirigeants qui ont à cœur de préserver la paix, le climat social, la cohésion sociale qui est véritablement un gage de développement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Alors, Germain Pouli, un fonds d'appui au secteur social est lancé par le gouvernement, venir en aide aux couches les plus défavorisées, élargir l'apport de l'État à différents domaines. Oui, je crois que le premier objectif, c'est de pouvoir faciliter l'assurance maladie, donc la couverture sociale et santé universelle, donc à toutes les couches. Après, le social, comme le disait Samir, c'est au-delà de la santé, c'est l'accès à l'eau, qui est aujourd'hui une grande préoccupation. C'est l'accès à l'électricité dans les villes comme dans les zones rurales, avec l'électrification et l'énergie solaire, par exemple. C'est l'éducation. Le Togo fait assez d'efforts, mais les besoins sont toujours énormes. Et donc, dans la plupart de ces secteurs-là, l'environnement, l'inclusion financière aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'accès des pauvres aux services financiers, donc l'accès au crédit adapté. Avant, il y a quelques années, pour avoir un prêt, il faut passer forcément par les banques ou les microfinances, mais avec la finance inclusive, aujourd'hui, on a vu comment plusieurs femmes, plusieurs jeunes, plusieurs personnes dans les zones rurales ont eu accès à des financements pour essayer d'améliorer leurs activités économiques pour être plus productifs. Donc l'État veut mettre en place un fonds comme ça qui va être disponible d'ailleurs, donc alimenté, et qui aura une gestion assez transparente et qui va pouvoir jouer entre les initiatives financées partiellement ou entièrement par l'État et les autres initiatives. Si ce fonds-là donc arrive à être mis en place très rapidement, ça va ressembler un peu à ce qui avait été fait par endroits. Je vais parler un peu rapidement des autres fonds qui ont été mis en place. L'un des premiers, c'est le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAEJ, qui a aidé énormément les jeunes à être formés d'abord, à l'auto-emploi, à être financés pour donc mettre en place leur structure, et ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup contribué à l'auto-emploi, à l'emploi des jeunes. Dans le domaine financier et culturel, il y a eu le fonds d'aide à la culture qui a énormément évolué, qui est parti de 200-300 millions, qui aujourd'hui est à 400 millions.
et qui est en train de passer au Fonds national de développement culturel avec des ambitions de plus de 800 millions. Et on a vu un peu ce boom-là que ça a apporté dans le domaine culturel, dans la créativité artistique, comment les artistes et les entrepreneurs culturels sont financés dans leurs activités. Et il y a récemment ce fonds-là, avec l'avènement des communes, le fonds d'appui aux collectivités territoriales, donc qui est en train de faire. Et donc ce fonds d'appui donc au secteur social est une très bonne chose, surtout que depuis quelques années, le président de la République a placé son mandat sous le sceau du social, parce qu'il faut beaucoup faire pour la société. Il faut réduire les inégalités sociales, il faut faire en sorte que chaque Togolais ait accès à un minimum. Et donc, il faut passer par là. Et donc, c'est vraiment une très bonne idée que ce fonds-là soit mis en place au profit donc, du social. Et ça va être une très bonne chose. Maintenant, nous, en tant que journalistes aussi, il faut qu'on profite quand même pour parler de nous et espérer aussi l'avènement d'un fonds de soutien au développement de la presse. Ça a été promis donc avec le ministre Ayoadan. Aujourd'hui, il y a Madame Kuigan qui est ministre. On espère qu'elle va pouvoir nous pousser ce fonds-là. C'est vrai que les journalistes sont déjà à l'aide de l'État à la presse. Mais quand c'est le fond, c'est plus consistant. On a vu, on ne peut pas comparer ce que les journalistes gagnent par rapport à ce que les artistes ont en termes de dotation. Et les artistes sont en train d'ailleurs d'évoluer vers le Fonds national de développement culturel qui va taper dans les 800 millions au moins dans les prochaines années, voire le milliard. Et donc la presse aussi qui joue un rôle important. On profite quand même pour faire ce plaidoyer là. Il faut que notre ministre pense à ce fonds-là qui a été annoncé entre-temps et dont nous attendons donc l'effectivité. Maintenant, c'est vrai que le social est plus prioritaire que la presse, mais ça fait deux fonds qui risquent d'être mis en place et nous on profite quand même pour demander au gouvernement d'accélérer en plus de la mise en place de ce FAS-là, la mise en place de ce fonds-là pour le développement de la presse au Togo. Ok, d'accord, mais que va apporter ce FAS? Parce que nous parlons du secteur social pour la presse. On aura peut-être d'autres débats pour en parler en long et en large, puisque ce n'est pas ce qui fait l'objet de ce débat. Que va apporter précisément ce FAS, ce fonds d'appui au secteur social, quand on sait qu'il y a eu, vous l'avez évoqué tous les deux, il y a eu plusieurs fonds, mais on a l'impression que dans la mise en œuvre, ces fonds, leurs résultats sur le terrain ne sont pas remarqués par tout le monde. Vous avez évoqué le FAIEJ, vous avez évoqué le FACT par exemple, vous avez évoqué plusieurs fonds, mais qu'apporte-t-il de concret et que va apporter aujourd'hui ce FAS qui est annoncé? Qu'en quoi cela va changer le quotidien des Togolais, Samir? Alors, le plus important, c'est que lorsqu'on met en place un fonds, ça donne une certaine ouverture à l'État d'aller chercher de l'argent autre que l'argent public. Donc, vous avez vu, donc on dit les projets financés soit entièrement, soit partiellement. Donc, vous avez l'État qui va apporter une contribution, mais cela va permettre à l'État de pouvoir également avoir l'apport d'un certain nombre de partenaires. Donc, ça peut être à l'international, au niveau de notre continent et tout ça là. Donc, ça permet de viser plus haut, en fait. Quand c'est l'État, c'est un peu restreint, vu notre capacité de mobilisation des ressources. Mais lorsqu'on met un fonds, ça veut dire que vous voulez aller au-delà de votre capacité nationale, de votre capacité interne, et en visant un certain nombre d'investisseurs, de bailleurs et tout ça là, dans ce sens-là. Quelle est l'utilité de mettre en place un fonds dédié au secteur social? Le premier intérêt, c'est que ça permet à l'État de voir clair où l'argent va. C'est-à-dire que ça permet à l'État d'avoir un mécanisme qui centralise toutes les dépenses liées donc, aux différents secteurs sociaux. Donc le secteur de la santé, nous avons tel projet, il y a comment je vais dire ça, c'est comme un guichet unique. Donc vous avez un guichet unique à travers lequel toutes les dépenses liées au secteur, aux secteurs sociaux vont être faites. Donc ça permet à l'État d'avoir, non seulement de pouvoir centraliser tout ça là, ensuite de voir comment est-ce que
les fonds sont mis dans ces différents projets-là, le degré d'évolution également de décaissement de ces ressources-là. Parce que quand on parle de fonds, c'est beaucoup plus on parle beaucoup plus d'argent. On parle beaucoup plus d'argent. On parle beaucoup plus de la capacité à suivre véritablement comment est-ce que les fonds vont être gérés. Maintenant, on peut parler également des effets que les différents investissements publics ont sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que ça, c'est pas de la notoriété donc d'un fonds. Un fonds, c'est beaucoup plus l'argent, c'est beaucoup plus le côté financier qui consiste donc à suivre comment est-ce que l'argent comment est-ce que l'argent rentre, comment est-ce que l'argent est décaissé, comment est-ce que c'est étudié sur le terrain, quelles sont les insuffisances et tout ça là avec des observations, tout ça là. Maintenant, tous ces investissements là qui ont été faits au cours de ces 5 dernières années dans les secteurs sociaux, ce que vous avez au niveau de que ce soit à Lomé à l'intérieur du pays, un taux de désert par exemple en eau potable qui a connu une progression. Vous avez au niveau de la santé des infrastructures sanitaires certains ont été rénovés, certains ont été construits entièrement, équipés avec du matériel de dernière génération et qui permet donc aux populations de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations liées à certaines pathologies qui auparavant ne pouvaient pas être traitées par un certain nombre de centres de santé dans certaines localités. Oui, le troisième élément... Ce n'est pas à mettre à l'actif de la contractualisation, du moins c'est ce qu'avait dit le non, ministre de la Santé. Mais attendez, la contractualisation vise... Mais moi, je ne parle pas de la contractualisation. Je ne parle pas de la contractualisation. Parce que aujourd'hui, ce qui se fait, c'est que vous avez divers fonds avec divers programmes dans le secteur social. Maintenant, l'État veut centraliser tout ça là en un fonds. Alors, je vous reprends ma question. Qu'apporte réellement ce fonds d'appui au secteur social? C'est ce que je vous dis. Il y aura une certaine efficacité dans la gestion des ressources qui sont donc destinées aux secteurs sociaux, notamment le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau et tout ce que vous savez. Il y aura un certain suivi particulier parce que c'est un fonds. Donc, il y aura un certain suivi particulier pour voir comment est-ce que les fonds décaissés sont mise en œuvre au niveau de ces secteurs d'activité-là. Et s'il y a des orientations à faire par rapport, moi je n'ai pas encore lu le décret, mais par rapport aux différentes dispositions contenues dans ce décret qui crée le fonds, il y a des éléments qui sont prévus pour, par exemple, comme je l'ai dit, par exemple, comment est-ce que le fonds se compose, qui sont ceux qui ont habilité à gérer le fonds, comment se fait le suivi, par exemple, quelles sont les responsabilités de tous les acteurs qui sont, qui sont concernés par la mise en place de ce fonds-là et son exécution. Donc, il y aura tous ces éléments-là qui sont contenus dans le décret qui a été pris en Conseil des ministres. Je pense que lorsqu'on aura ce décret en possession, on saura véritablement qui fait quoi, quel est l'effet de tel élément au niveau du fonds et qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire nous en tant que citoyens pour renforcer l'éveil citoyen, pour renforcer le contrôle citoyen de l'action publique, pour qu'il y ait une efficacité dans la gestion de tous ces programmes, de toutes ces mesures, de tous ces fonds qui sont mis en place. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, le président de la République qui est à la tête de l'État prend des mesures, le gouvernement qui prend des mesures, ce ne sont pas à ces autorités-là de venir mettre en œuvre ces mesures-là, ces fonds-là, ces différents programmes et tout. C'est aux agents publics, c'est aux différents acteurs concernés par ces programmes-là de le faire. Et maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, de façon globale, mais en tant que citoyens, de pouvoir nous assurer que ces différentes mesures prises par le chef de l'État ou prises par le chef de l'État à l'entremise du gouvernement, que ces mesures-là sont mises en œuvre effectivement. Parce qu'il ne sert à rien d'aller crier que ça ne marche pas, malgré les réformes, malgré les programmes, malgré les secteurs. C'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas impliqués effectivement dans ces processus, alors que depuis bientôt 10 ans, l'État a pris en charge sur lui de pouvoir associer les populations à la base dans la définition des différentes politiques de développement, que ce soit pour le PND, que ce soit pour la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et que ce soit pour les autres programmes par le passé. Les populations ont toujours été impliquées dans les différentes réformes, dans les différentes mesures qui sont mises en œuvre pour pallier un certain nombre d'insuffisances sur le terrain. Donc, je pense que le vécu de la plupart ne change pas. C'est parce que nous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas prêts à jouer notre partition. Pensez-vous que les autres acteurs ont joué leur rôle? Je vais vous donner juste un exemple. Vous répondez à cette question. Pensez-vous que les autres acteurs il y a des défaillances partout. Il y a des défaillances à chaque étape. Il vaut mieux le dire. C'est ce que je dis. Il y a des défaillances à chaque étape. Mais nous devons redoubler de vigilance parce que ces fonds-là, ces mesures-là, ces programmes-là, mais les premiers bénéficiaires, c'est nous, les populations. Ce ne sont pas les ministres, ce ne sont pas le président de la République et ses collaborateurs. Donc, c'est à nous de veiller à ce que les mesures qui sont annoncées
les programmes, les fonds qui sont mis en place, que nous puissions jouer notre partition. C'est pourquoi dans certains mécanismes-là, il y a la participation des populations à travers un certain nombre de leaders communautaires au niveau de ces communautés-là pour suivre sur le terrain comment est-ce que les choses se font. Et le gouvernement a pris en charge sur lui de pouvoir associer la population. Je vais juste donner un exemple, notamment dans le secteur de l'éducation, pour voir comment est-ce que le gouvernement associe donc les populations, non seulement dans l'identification du site qui va abriter dans la construction des écoles, et maintenant de suivre par exemple comment est-ce que la construction se fait, non seulement au niveau des écoles, au niveau des marchés, au niveau des hôpitaux. L'approche, elle est inclusive, comme on le dit, pour que les réalisations soient durables dans le temps et que cela réponde et que cela résolve les problèmes rencontrés par la population à la base. En tout cas, merci beaucoup. Mais il faut signaler aussi qu'il y a plein de situations qui sont là avec des marchés qui sont construits et qui ne sont pas exploités par les populations. On n'est pas là pour faire ces débats, mais c'est juste pour le signaler. Je reviens à vous, Germain. J'ai une question particulière. Qu'apportent réellement ces fonds? Parce qu'on en a lancé tellement depuis des années. Qu'est-ce qu'ils apportent réellement au vécu du quotidien des Togolais? Voilà, quand vous prenez déjà le FNFI, qui est le Fonds national de finances inclusives, les résultats sont là. Il y a eu l'APSEF d'abord, l'accès des pauvres aux services économiques et financiers. Il y a la JCF, la GRICEF pour les jeunes, les agriculteurs. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui prenaient 150 000, 300 000, qui prennent aujourd'hui 6 millions dans le même programme. Quand vous rentrez, le fonds vous finance, le fonds vous cautionne et on vous fait des prêts. Ceux qui ont été réglo ont poursuivi aujourd'hui. Les femmes qui avaient de petites entreprises, de petites activités génératrices de revenus, ont des entreprises aujourd'hui. Ça, c'est des faits. Il y a un dernier fonds qui a été mis en place dont on ne parle pas beaucoup, c'est le fonds Tinga, qui permet d'apporter l'éclairage rurale presque gratuitement, mais vous payez votre branchement au même moment que vous payez les factures qui vous viennent sur un long temps, plus d'1 an, 2 ans et tout ça. Ça a été lancé dans les plateaux. Récemment, dans l'Abina, les populations en ont profité dans un certain nombre de pays. Des gens qui ne sont pas capables d'avoir un branchement d'électricité l'ont à travers ce fonds. Et ils paient les factures et ils paient les branchements progressivement. Et c'est facile, on a vu aujourd'hui des gens lancer des moulins, lancer des ateliers, un certain nombre de choses. Des gens qui n'avaient pas la possibilité d'aller à la société de prendre un branchement directement, l'ont fait. Et je parlais du fonds d'aide à la culture. Mais ça, c'est connu. On sait, dans le domaine du cinéma, les derniers fonds qui ont été débloqués l'ont été exclusivement dans le domaine du cinéma. Et il y a eu une production, des documentaires, des films togolais qui ont été produits. Mais après, là où je vous donne raison, il n'y a pas beaucoup de communication sur les bénéficiaires de ces fonds-là. Les gens reçoivent des fonds et sont incapables de venir témoigner. C'est quelques rares fois, vous avez vu la dernière fois, il y a la semaine africaine de la microfinance, où il y a eu plusieurs bénéficiaires du FNFI qui sont allés témoigner. Mais d'habitude, on n'assiste pas à cela. Des gens passent par des projets gouvernementaux, des fonds, ont le financement, voient accroître leurs activités, mais ils ne passent pas l'information aux autres. Vous verrez que ça reste un peu fermé et les bénéficiaires, je pense que le gouvernement non seulement doit communiquer, mais les bénéficiaires aussi doivent être mis à contribution parce que l'État ne peut pas mettre autant d'argent, l'État ne peut pas favoriser l'émergence d'un certain nombre d'entreprises privées à travers ces différents fonds-là. Et que certains se permettent. Moi, j'ai eu un débat récemment avec un acteur de la société civile qui parlait du développement à la base, qui disait que c'était un échec total, un gaspillage d'argent et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont été financés dans certaines filières comme le soja et tout ça à travers ces fonds-là, mais qui paient des impôts de plus d'1 milliard aujourd'hui à l'État, qui ont des entreprises assez productives et qui paient des impôts, qui contribuent à l'économie. Mais il n'y a pas de communication sur ces choses-là. Il y en a vu un peu par moment. Bon, je vois dans certains journaux, parfois, on fait un focus sur les bénéficiaires. Généralement, c'est du FNFI. Mais ces fonds-là ont énormément apporté. Et comme on le disait dans le cas de ce nouveau fonds, le FAS, c'est que déjà, on veut mettre en place l'assurance maladie pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont incapables
de contribuer pour le moment parce qu'ils n'ont pas un certain revenu. L'un des premiers objectifs de ce fonds-là, c'est de cotiser à la place de ces gens-là, déjà. Ça veut dire que tout le monde est couvert, même ceux qui n'ont pas encore contribué. Cotiser, oui. Et s'ils sont en bonne santé, probablement qu'ils seront productifs et qui pourront après contribuer. Donc moi, je crois que après, le gouvernement, c'est vrai, il prend des décisions, les choses sont faites, mais nous sommes un peu, il ne faut pas attendre aussi l'élection pour faire le bilan. Je crois qu'à tout moment, il faut quand même que les ministres et leurs collaborateurs reviennent sur certains programmes mis en œuvre pour brandir quand même quelques bénéficiaires, parce que d'eux-mêmes, ils ne veulent pas le dire, mais qu'on voit, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Et moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je me battais pour la mise en place d'un fonds pour la presse, parce que nous, on attend ça impatiemment. Et on sera prêt à largement communiquer là-dessus. Voilà, notre ministre est parti. Il y a un nouveau ministre qui est là, Madame Kugan. On espère bien qu'avec elle, ce fonds-là sera effectif et ça va être une bouffée d'oxygène pour la presse qui est réellement en difficulté. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vos mots pour conclure cette émission, Samir, et c'est sur le sujet de votre choix. Moi, je voudrais attirer l'attention de nos concitoyens de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez dans des services publics pour demander, pour bénéficier d'un certain nombre de prestations liées donc à la santé, liées donc aux documents administratifs et tout ça là, il ne faudrait pas se laisser faire. Vous devez être capable de dire non lorsqu'il s'agit de dire non. La carte nationale d'identité se fait à 5 000. Il est inconcevable qu'on vous demande de payer autre que 5 000 francs. Vous ne devez pas verser un pot de vin quelconque à quelque agent que ce soit, parce qu'à la fin du mois, il est payé par le contribuable que nous sommes. Vous ne devez pas payer ne serait-ce qu'un seul 5 francs à un agent de santé, parce que le travail qu'il a fait, il est payé également à la fin du mois là. Et interpeller ces différents agents publics délictueux, ces différents agents publics là irresponsables qui pensent que l'intérêt personnel prévaut sur l'intérêt général. Je pense qu'ils n'ont pas compris véritablement ce pourquoi ils se sont retrouvés dans ces services-là. Et nous devons être prêts à dénoncer ces manquements-là. Parce que les mesures qui sont annoncées par les autorités togolaises, par le gouvernement, sans notre suivi, mais on ne verra pas si ça a marché ou pas. Donc nous devons jouer notre partition. Et c'est à ce titre-là que nous arriverons au développement que nous souhaitons véritablement dans tous les secteurs d'activité. Merci beaucoup, Samir Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. La voix des enfants. Merci d'avoir répondu aujourd'hui à notre invitation. Merci également. À vos mots de fin, Germain Pouli. Moi, j'appelle un peu à la conscience des agents de santé suite à ce drame qui a eu lieu à Sotoboua où une jeune dame a perdu la vie suite à une morsure de serpent parce que des agents ont négligé de la prendre en charge assez rapidement entre Sotoboua et Sokodé, le temps de revenir. Elle a rendu l'âme. Et je crois que nous sommes à la veille de la mise en place de l'assurance maladie universelle. C'est dans quelques 2 ou 3 mois maximum. On compte énormément sur la disponibilité, sur la conscience professionnelle des agents de la santé pour que ce soit un succès. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Je rappelle aussi que vous êtes le nouveau président du CONAP. Merci. Merci beaucoup également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour le programme du soir sur Nouvelle Info.